Salut l'équipe. Peut-on, doit-on interdire les super teams? Peut-on reprocher à un joueur star de signer dans une franchise pour 1 700 $ et une Dacia blanche? Évidemment que non, mais il n'empêche que ça fout la haine et ça peut se comprendre. Désormais, les anciens All-Stars ou franchise players sont prêts à tout pour gagner une bague comme un toxico pour une nouvelle dose. Vas-y mec, s'il te plaît, fais-moi gagner une bague. S'il te plaît mec, même si je joue que 15 minutes, mec, s'il te plaît, je suis prêt à te... Je me dis quand même que quand Lamarcus Aldridge rêvait d'être champion NBA, il ne s'imaginait certainement pas être une 6e option après un buy-out. Moi, par exemple, j'ai toujours fantasmé sur Brigitte Bardot à l'époque, et si aujourd'hui je réalise mon rêve, ça n'aura pas la même saveur. Et j'ai l'impression qu'avec Blake Griffin et Lamarcus Aldridge, c'est un petit peu pareil. Et puis, quelle est la définition exacte de super team? Si l'on reprend la sémantique de ce mot qui n'existe pas dans le Petit Robert, super team voudrait dire équipe qu'avec des super joueurs. Or, quand on se brade sans honneur pour gagner un titre, on n'appartient plus à cette catégorie. Au final, les super teams sont surtout celles qui gagnent à la fin. Pour le moment, je vois juste un boys band en train de se monter qui n'a surtout, pour le moment, rien gagné. Salut l'équipe, on est jeudi, il fait soleil et ça sera donc un First Day Show ensoleillé puisqu'avec moi il y a Thomas et Théo qui est en course au MVP depuis son dernier passage. C'est sa victoire au quiz. Théo, on rappelle la dernière fois que tu es venu, tu as gagné le quiz, mais surtout tu nous as fait une prestation XXL, un quadruple double que seul David Robinson et d'autres ont pu faire. Théo, on est ravis de te revoir avec nous. Bah pareil, mais après c'est toujours facile de briller quand on est dans une super team, donc... Et pour le bravo. coup, Bravo. Alors, d'où tu sors du champagne, c'est pas combien? Oui, on embrasse Guillaume qui nous a envoyé ce petit carton de champagne. Merci beaucoup à toi, Guillaume. 3 bouteilles de champagne, on va pouvoir les ouvrir tous ensemble un peu plus tard pour célébrer la vie, j'ai envie de dire. Et puis, on enverra un message à Stephen, puisque ce pauvre Guillaume est bloqué par Stephen. Donc, 3 bouteilles de champagne valent clairement un déblocage sur Twitter. Alors, en plus de cet envoi de bouteilles de champagne, il a dit dites à Stephen de me débloquer, je suis désolé. Voilà, Ouais, il y a un c'est vrai excusé, pas. le mec. Donc, Stephen, allez. Soit be a nice guy. Théo, si t'es avec nous, si t'es de retour avec nous, en général, ça correspond souvent à la sortie d'un MOOC. Ce trimestre-là, c'est par trimestre, il me semble. C'est 3 par an, on en sort 3 par an. Voilà. Ouais, C'est un MOOC sur More Than Ballers. C'est un MOOC où on est allé sur ce qui se passe en dehors des terrains. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, avec plaisir. En fait, c'est une idée qu'on avait depuis longtemps, quoi. C'était de montrer un petit peu que les basketteurs sont plus que des basketteurs, qu'ils ont soit des passions, soit des talents, soit des engagements très forts. Et puis c'est vrai qu'après 2020, l'année compliquée qu'on a connue, moi en tant que simple fan de basket, je me suis retrouvé à être extrêmement fier de voir la manière dont les basketteurs et les basketteuses, parce que les joueuses en WNBA ont souvent montré l'exemple, la manière dont ils sont montés au créneau pour prendre position, parfois prendre des risques aussi. Et donc l'idée derrière ce MOOC, c'était de montrer un petit peu toute la palette de choses que les basketteurs, ce dont les basketteurs et les basketteuses sont capables et de ce qu'ils peuvent apporter à la société au-delà de leur talent sur le terrain. L'influence des basketteurs hors du terrain, donc ça pas évidemment des combats politiques, on le voit avec cette magnifique illustration avec LeBron James, Bill Russell et comment elle s'appelle? Maya Moore. Maya Moore. Donc voilà, en plus, encore une fois, illustration magnifique, encore une fois, un superbe bouquin. Alors nous, du coup, on a fait un article là-dessus sur l'influence des SAP, parce qu'on a dit que pour nous, First Team, les basketteurs étaient les mecs les plus stylés de tous les sportifs, et on le pense. Tout à fait. Le basket est le meilleur sport de toute manière. Tout à fait. Y a pas on déplace au footeux, on adore le foot, mais au bout d'un moment, on joue pas dans la même cour, les gars. Alors je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui l'achètent, mais pour ceux qui voudraient enfin s'abonner, ça se passe comment? Eh ben, pour l'acheter ou pour s'abonner, c'est directement sur notre site basketsession.com. Et voilà, on fait ça de manière directe. Et si je peux juste rajouter un mot, je voudrais souligner le fait qu'on a eu comme rédactrice en chef exceptionnelle dans ce numéro Diandra Chachwang, On l'embrasse. qui a vraiment été super. Moi, Très active en dehors du terrain. Exactement, donc elle a été parfaite pour la thématique. Elle a pris son rôle de rédactrice en chef vraiment au sérieux. Et pour nous, c'était aussi une super collaboration, super expérience humaine à ce niveau-là. On embrasse Diandra. On l'embrasse Diandra, évidemment. Diandra, je l'ai vu naître, donc C'est vrai. littéralement.
On va enchaîner. On avait une annonce à faire avant d'aller sur les news parce qu'au programme, il y a plein de choses. Vous l'avez compris, Théo a fait un superbe jeu de mots. On va évidemment parler des super teams, kiffants ou pas kiffants. Il y a un petit peu de débat autour de ça. Il y a des bonnes choses, des mauvaises choses. On va évidemment débattre de tout ça parce qu'il y a plein de choses à dire. Avant d'aller sur les news, le débat et le focus, Tom, on voudrait revenir sur une annonce parce que dimanche 18h sur notre chaîne Twitch, on va lancer mon premier stream avec toi, et je serai en direct et tous les dimanches normalement, on va mettre ça en place et on va avoir besoin de vous parce qu'on va parler un petit peu de tout ce dont vous avez envie de parler, basket, le sport un petit peu large, j'ai pu raconter des fois, comme j'aime bien faire et comme on aime bien faire avec Tom, raconter nos histoires de vie, des petites anecdotes et échanger avec vous. Ouais, bah évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que Twitch est en train de décoller. Et à l'image de Samuel Etienne, Erwan va se lancer à fond. On lui a acheté du matos, on va lui faire un petit setup un peu quali derrière lui. Regarde, il va même sortir le micro. J'ai reçu mon micro aujourd'hui, je peux te dire que... Donc l'idée, c'est de retrouver 1 à 2 fois par semaine. On aura le temps de poser des jours tous ensemble. Erwan, avec des invités aussi, pourquoi pas faire des interviews, parler de la vie et du sport au sens très large, avec plein d'autres belles annonces qui arriveront courant du mois d'avril. On garde un peu le secret, mais ça fait quelques mois qu'on bosse sur quelque chose de plutôt conséquent, j'ai envie de dire. Donc voilà, l'idée, c'est de se retrouver donc à 18h, juste après la viewing party de Roue Libre, parce que Polo et ses copains vont suivre le Tour des Flandres, si je dis pas de bêtises. Voilà, bah voilà, donc, la voix m'a dit bravo. Une classique, hein, le Tour des Flandres. Tout à fait. Donc l'idée, ce sera donc de vous impliquer, vous, sur bah, voilà, les sub-goals, ce que vous allez pouvoir retrouver. On a déjà des idées, évidemment, mais voilà, c'est de faire ça un peu comme à gauche, j'ai envie de te dire, avant une campagne présidentielle, où on fait des petites réunions pour essayer de trouver un cap tous ensemble. Voilà, allez vous abonner donc sur la chaîne Twitch First Team 101. Polo et le vélo, c'est sympa, mais le basket, c'est mieux, c'est les news. 4 seconds down the three. Hart steps back, fires, and the game. Et on commence avec une petite frayeur, une grosse frayeur avec les joueurs du Jazz qui Thomas, ont eu un peu la peur de leur vie dans un vol où ils ont rencontré donc des oiseaux, il me semble, leur avion a percuté des oiseaux. On voit ces images qui parlent d'elles-mêmes et l'avion a même un peu basculé sur la gauche. Ils se sont vus mal. Les joueurs du Jazz. Il y a de quoi, hein, pour tous ceux qui ont déjà vécu des turbulences un peu sérieuses en avion, on sait combien ça peut être stressant, puisque ton destin n'est plus entre tes mains, j'ai envie de te dire. Eh bien, les joueurs du Jazz ont vécu cette péripétie il y a 2 jours maintenant, tu l'as dit, on a vu, bah voilà, regardez, cette vidéo est complètement folle. En gros, des avions ont percuté l'avion devant et aussi sont rentrés dans le réacteur. J'ai dit quoi? Des avions qui percutent l'avion. Ça fait jamais bon ménage. Non, évidemment, des oiseaux donc, qui sont rentrés dans le réacteur. On a apparemment même vu des flammes pour ceux qui étaient dans le fond de l'avion, et Mike Conley a dit que pendant 10-15 minutes, ils se sont posé la question de est-ce qu'ils vont pouvoir atterrir. Ils ont envoyé des messages à leur famille, et puis on a vu heureusement que l'atterrissage s'est bien fait, et qu'ils ont pu donc mettre tous un tweet en disant merci, on est toujours là. On sait que Donovan Mitchell a été très marqué par cet événement, puisqu'il n'a pas joué le match d'après. Ouais. Bah ouais, Donovan Mitchell qui aimait déjà pas l'avion à la base, et effectivement qui a visiblement fait comprendre au staff qu'il préférait attendre un peu plutôt que de reprendre l'avion 2 heures après avoir vu ces derniers jours arriver. Donc je pense que c'est compréhensible. Ça fait penser. Alors je sais pas, la question sera de voir comment ça va se passer pour la suite des matchs pour lui, combien de temps il va mettre à se remettre. Mais c'est J'espère qu'il va pas traumatisant, quoi. Pas comme Dennis Bergkamp qui allait aux États-Unis en bateau pour la Coupe du Monde 94. C'est vrai, mais c'est incroyable. Sur un joueur NBA. Tu te souviens, on se souvient de Ross White qui avait peur et qui en fait n'a jamais pu jouer. Qui n'a jamais pu jouer. Cette histoire, toi qui es un puits de science basket, ça t'a rappelé une histoire à l'époque des Minneapolis Lakers avec Elgin Baylor. Oui, exactement. On a fait un article récemment, c'est drôle de coïncidence sur Basket Session, mais oui, l'année rookie d'Elgin Baylor, quand les Lakers étaient encore à Minneapolis, ils ont eu le même type de mésaventure, mais bien plus flippant encore, je pense. Ils ont été pris dans un blizzard complet. Tous les systèmes de navigation de l'avion qui partent en vrille, impossible de voir quoi que ce soit. Le copilote qui est obligé d'ouvrir le cockpit pour enlever de la neige sur le pare-brise. Improbable. Et un atterrissage forcé dans un champ de maïs à quelques mètres d'une espèce de fossé énorme qui aurait probablement fait exploser l'avion s'ils étaient arrivés jusque-là. Donc oui, effectivement, heureusement, ça arrive rarement, mais on aurait peut-être pas connu les Lakers même à Los Angeles si cet avion-là s'était crashé. Bon, plus de peur, plus de mal, que ce soit pour les Lakers de l'époque ou pour le Jazz, et tant mieux, mais c'est vrai que dans l'avion, tu peux, comme tu dis, tu maîtrises plus grand-chose, et il y a moins qu'il te passe des choses assez néfastes dans l'esprit. Et heureusement, tout est rentré dans l'ordre. On enchaîne avec une autre histoire
tout aussi improbable, c'est Kevin Durant qui, certes, ne joue pas, mais fait parler de lui. Et encore une fois, ça se passe sur les réseaux sociaux. Honnêtement, tonton, il est vraiment pas inspiré. Hein. Alors Michael Rapaport, qu'on connaît acteur, mais qu'on connaît aussi consultant basket, parce qu'il adore réellement le basket. Provocateur aussi. Et aussi provocateur. Fier de l'être. A diffusé une conversation Insta avec Kevin Durant. Kevin Durant qui est coutumier du fait, hein, avec des comptes secrets, parfois malheureusement grillés. Alors vous avez en ce moment même la conversation en anglais, on ne vous l'a pas traduite, mais ça dénote d'un drôle d'état d'esprit pour Kevin Durant, parce que là on parle d'insultes folles, de mecs connus comme ça, et Michael Rapaport donc, qui a expliqué la genèse de ce bif. Tu nous Oui, disais. un petit peu. En fait, ça part d'un truc totalement classique, sans importance. Au mois de décembre, je crois, Kevin Durant est interviewé à la fin d'un match des Nets par Charles Barkley, et il fait un peu une Popovich en répondant oui, non, et avant de se barrer. Derrière, Rapaport met un tweet en disant qu'il comprend pas pourquoi Kevin Oui, Durant mais c'est pas le jeu, se quoi. comporte comme ça. Voilà. Rien de plus, quoi. Et dans la nuit, Rapaport raconte qu'il a reçu donc ces messages envoyés par Kevin Durant pour le traiter de tous les noms. Après, bon, ce qui est compliqué, c'est que Rapaport aime bien aussi, et tu le disais, se présenter comme provocateur. Il aime bien rappeler une époque dans laquelle le basket était plus rugueux. Il est fier de dire qu'on peut se gazer, qu'on peut se traiter un petit peu parfois, s'insulter, sans forcément que ça veuille dire que ça aille au-delà. Donc je vois pas très bien non plus qui gagne quoi que ce soit à ce que cette conversation privée, hein, parce que c'était en DM, Tout à fait. soit publiée. Donc Moi, je te rejoins là-dessus, c'est que là, le mettre en avant comme il l'a fait, parce qu'on sait très bien que... Alors, il y a des menaces, les insultes sont quand même hardcore, mais moi, je prends l'exemple de LeBron qui se fait détruire par Skip Bayless, mais même de manière grotesque, et c'est à charge, et on le sait, il n'a jamais rien bronché. Quant à le statut qu'a aujourd'hui Kevin Durant, d'un top joueur NBA... Bon, on passe au-dessus, tu vois, mais c'est pas la première fois. Il a un vrai souci, il est très susceptible, on a l'impression, Kevin Durant. Et on comprend pas pourquoi, parce que gros, t'es trop fort, hein, t'inquiète pas, les gens peuvent te critiquer. Et là, pour le coup, on voit quand même la grande différence entre un LeBron James qui se fait terminer par plein de gens. Rien n'est jamais sorti, on ne sait pas s'il insulte les gars, mais pour l'instant, jamais rien n'est sorti. Et donc voilà, donc une drôle d'histoire, un drôle de bif entre ces deux mecs-là. Mais ce qu'on préfère quand même, c'est parler de basket après avoir été dans les airs, avoir été sur les réseaux sociaux. On revient sur le parquet, pas en NBA, en université, puisqu'on connaît les affiches du Final Four. Les deux demi-finales, ça sera Gonzaga, sans surprise, face à UCLA. Là, pour le coup, c'est une surprise. UCLA qui retrouve le Final Four, c'était pour la première fois depuis l'ère Russell Westbrook et Kevin Love, donc. Et la deuxième demi-finale sera Baylor, là aussi très attendu, face à Houston, l'ancienne fac de Hakeem Olajuwon et Clyde Drexler, et Michael Young aussi, pour les vrais anciens. On a suivi un petit peu ça, là. En tout cas, il y a les deux grands favoris qui sont Baylor et Gonzaga, sont au rendez-vous. Ouais, absolument, tu le disais, les deux grands favoris. On avait eu la chance, avec les copains d'envergure, de faire une preview de cette March Madness, qui se déroule évidemment à huis clos, avec tous les soucis que l'on connaît en ce moment du côté d'Indianapolis. Les deux grands favoris ont donc répondu présent, et la vraie chose qu'on a envie de mettre en avant, c'est que Joël Ayayi, notre Français, va participer à ce Final Four avec Gonzaga, et c'est le joueur qu'on va suivre au-delà de tout. On le voit justement là célébrer avec son pote. Voilà, nous de voir des Français à la March Madness d'abord, et surtout au Final Four, c'est des choses qui nous titillent toujours un peu. bah ouais, et puis belle histoire à Gonzaga sur leur saison qui est quand même historique pour l'instant. Hein. Tout à fait. Toujours invaincu. Et puis pour la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est que dans l'autre demi-finale, il va y avoir une confrontation un peu improbable, puisque il y a deux assistants coach, un à Houston et un à Baylor, et que l'un est le père de l'autre, tout simplement. Tu as Alvin Brooks à Houston, qui est le père de Alvin Brooks III, qui est assistant coach à Baylor. Donc ça sera une petite guérilla des familles en coulisses. On va suivre ça, et on pourrait avoir, depuis Joachim Noah, un Français champion universitaire. C'est pas arrivé, hein, depuis Joachim Noah. Ça me dit rien comme ça, je pense que non, ça me dit rien. Kylian Tilly qui avait pas été, qui avait fait un qui n'avait pas gagné. Un autre Français, ça me dit rien comme ça, je pense pas non plus. Il me semble que Joël Ayayi pourrait rentrer dans le cercle très fermé des Français champions universitaires. On va suivre évidemment ça. Un petit mot encore là, cette fois-ci on va NBA. Je suis un petit peu triste de l'annoncer comme ça. C'est la retraite officielle de Thabo Sefolosha qui a annoncé ça dans un podcast sud-africain. Et voilà, Thabo, c'est quelqu'un qu'on a eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois, qui était venu dans le First Day Show, qu'on avait rencontré pour la dernière fois dans les vestiaires de Boston. C'était lors de notre dernier trip avec Sport US Travel. Et c'est un mec
d'une gentillesse, d'une simplicité rare, et donc qui a fait une super carrière, finaliste avec OKC, on s'en souvient, en 2012, toujours dans un rôle de défenseur au sacrifice, qui a été, lors d'un local, venu à Fenerbahçe détruire l'Euroleague, formé à Chalon avec Grégor Beugnot. Ouais. Bon, voilà, c'est un mec, on a suivi son parcours de tout jeune, et le voir terminer comme ça, ben voilà, on est un petit peu triste, mais on tient surtout à féliciter l'ensemble de son œuvre. Ouais, alors triste, je suis pas triste, je suis content Ému, de célébrer. ouais, Ému, ouais, je suis content de célébrer une carrière archi pleine de Thabo. Tu viens d'expliquer. Pour nous, moi, quand j'étais jeune, quand j'étais formé au Paris Basket, il était à Chalon. Pour moi, c'était un Français, tu vois, je ne l'associe pas du tout à un Sud-Africain. Bon, il l'est, il n'y a aucun souci. Mais le fait qu'il soit passé par la France comme ça, formé par le basket français, on a suivi sa carrière toujours avec beaucoup d'attention. Défenseur émérite, joueur de complément, mais attaquant formidable, tu l'as dit, en Euroleague, rien que ça. Il a joué 14 ans en NBA avec souvent des rôles importants. Voilà, on se souviendra aussi de ces mots dans cette émission qu'on vient de voir, où lui, même s'il est pote avec Russell Westbrook, dira toujours que c'est James Harden qu'il fallait garder plutôt que Russell Westbrook, et que lui, dans sa tête, c'était déjà très clair, justement au début des années 2010. Donc voilà, un mec en or, une très grande carrière, All NBA Defensive à la fin de l'année aussi, ça classe aussi sa carrière. Donc bravo à Thabo, il faut célébrer cette carrière qui était fantastique. Ouais, et puis pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est vrai que j'ai eu la chance aussi de le suivre depuis le départ à Chalon, et puis on oublie peut-être un peu à la fin l'élégance qu'il avait sur le terrain, quoi. Pour moi, c'était un des plus beaux joueurs à avoir évolué, joueur polyvalent, athlétique, donc effectivement super joueur, super carrière, et puis on ne pouvait pas forcément imaginer effectivement quand il était à Chalon qu'il pourrait faire une carrière comme ça par la suite, donc c'est Commencé à Chapeau. Chicago, hein, on s'en souvient. Il a commencé à Chicago ses 2 premières saisons, Ouais, et Chicago. jouant au Air Max, en NBA. Ça restera. Ça, c'est quand même la méga classe. Ouais, il restera joueur à part grâce à ça. On salue Thabo et on espère d'ailleurs qu'il passera par Paris. Tout à On fait. sera ravis qu'il vienne nous faire un bilan de sa carrière. Et je pense qu'il y aurait plein de choses à raconter. Le très prolixe Thabo Sefolosha. On enchaîne avec la dernière news. Et vous le savez, on est le 1er avril. Oui. Steph Brun a commencé l'émission, il a regardé l'édito, il a regardé une première news. Et là, il va aller direct dans le débat, donc il ne va pas regarder ce passage. Steph Brun, allez sur Twitter, on va lui faire croire qu'il est devenu GM de Cholet, évidemment que non. Donc on va aller, bravo, allez sur Twitter, vous mettez bravo Stephen Brun pour ton nouveau poste, #CBFamily. Vous savez qu'il a été formé à Cholet, retour aux sources pour lui, on lui confie un rôle de dirigeant à Cholet Basket, bravo à lui. N'hésitez surtout pas à le spammer. Voilà. Honnêtement, on a envie de se marier, on va aller voir tweeter à fond, on va jouer le jeu avec le compte First Team. N'hésitez surtout pas à aller sur Twitter et à lui mettre bravo pour ta carrière, c'est incroyable. Tu quittes RMC pour Cholet, bravo pour les Coronets. N'hésitez pas à envoyer des pavés, il va absolument rien comprendre parce qu'il n'est pas au courant. Et c'est le but de ce petit poisson d'avril. Et puis voilà, en espérant qu'il ne bloque pas tout le monde quand même. Hein. Ouais, c'est le risque. C'est le risque. Il va nous bloquer, il va même nous bloquer, nous. Voilà, on finit avec cette Attends un article dans Basket Session. Ouais. d'ailleurs. Voilà, on finit avec cette petite news et cette petite blague autour de Steph Brun. On aime bien taquiner notre grand Steph. Et on enchaîne tout de suite avec le débat, l'énorme débat sur les super teams, kiffant ou pas kiffant. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do. LaMarcus Aldridge a donc décidé de rejoindre Blake Griffin, Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, Dede Jordan, Joe Harris et j'en passe bien d'autres. Alors oui, il y a des différences de niveau, mais ça reste quand même une équipe incroyable, à tel point qu'on a envie de se dire que les Nets sont aujourd'hui une super team. Alors les gars, est-ce que quand on vous voyez se construire des équipes comme ça, c'est le titre de ce débat, est-ce que ça vous fait kiffer de voir construire des armées comme ça ? La grande question pour moi, c'est la manière dont ces armées se construisent, quoi. Et effectivement, quand c'est en cours de saison comme les Nets, ça me fait pas particulièrement kiffer. Par contre, quand c'est, je vais pas être trop long, mais quand on a souvent considéré que les Warriors étaient une super team, mais dans les faits, ils sont construits par la draft, par des trades malins, avec une seule grosse signature. Donc pour moi, les cas sont vraiment différents en fonction des scénarios. Je te rejoins, c'est vrai que la construction fait l'attachement aussi à l'équipe. Je serais très curieux d'avoir de l'avis de supporters des Nets, tu vois, qui kiffent les Nets depuis 10 ans, ou depuis Jason Kidd, pourquoi pas, il y a 20 ans, pour justement avoir leur avis sur cette équipe. Parce que il y a d'un côté, c'est cool de voir cette concentration de super joueurs dans une équipe, de voir comment ils vont jouer, tu vois, d'un point de vue tactique, et puis de voir leurs résultats et la hiérarchie qu'il y aura dans l'équipe. Puis de l'autre côté, il y a la frustration de voir autant de joueurs
pourquoi pas se marcher dessus à terme. Quand Lamarcus Aldridge signe aux Nets, je pense qu'on a tous cette réaction de dire oh, vas-y, c'est trop, c'est trop, vous êtes chiant. Bravo à Sean Marks, le GM, mais c'est trop, on n'a pas envie de voir autant de bons joueurs dans une équipe. On préfère, peut-être parce que c'est nos âges qui font ça, mais voilà, une dilution des superstars dans plusieurs équipes. J'aime ton idée de comment on construit. C'est vrai que la manière de construire, finalement, sur le ressenti, ça joue beaucoup. On a pas mal de tableaux justement sur des équipes qui ont été des énormes équipes, qui ont gagné pour la plupart. Mais je vais voir avec vous si vous allez me dire un petit peu comme dans un jeu, super team ou pas. Mais c'est vrai que les Nets, j'ai l'impression qu'ils sont quand même construits de manière très capitaliste en fait. On est allé vraiment sur la formule offensive. Vas-y Tom, tu peux commencer à envoyer. La première qui nous vient en tête, c'est ça, c'est les Boston Celtics de 2008 avec Rondo, qui va devenir le rajon de Rondo, mais à l'époque quand il est là, ça sera un vrai plus. Mais à la base, on compte pas sur lui aussi fort en tout cas. Ray Allen qui pour le coup arrive avec un vrai statut de All-Star, Paul Pierce, Kevin Garnett et Kendrick Perkins qui salue aussi une belle surprise. Est-ce que là on peut dire que c'est une super team déjà? Oui. Oui, je dirais que c'est une super. En fait, ça qui est compliqué, c'est une super team dans les faits parce que tu as énormément de stars. Tu as raison de rappeler que Rondo, on n'imaginait pas qu'il aurait ce niveau par la suite. Mais encore une fois, dans la construction, Ray Allen vient dans le cadre d'un trade. Kevin Garnett finit par accepter de partir de Minnesota après être certainement resté trop longtemps pour le coup. Et aussi un trade, c'est important. D'ailleurs, Boston lâche Al Jefferson et une flopée de joueurs pour amener Kevin Garnett. Exactement. Donc même si on sait très bien que Kevin Garnett a dû donner son accord pour venir à Boston, on n'a pas le même sentiment de se dire bon c'est des superstars qui se sont dit. Et puis aussi il y a l'âge qu'ils avaient au moment où ils se sont regroupés, c'est-à-dire que les trois, Pierce, Ray Allen et Kevin Garnett, avaient tous passé leur prime. Alors c'était encore des super joueurs incroyables, mais c'est pas non plus comme si ils avaient été rassemblés au moment où ils avaient 27, 28 ans et où ils étaient en pleine possession de leur capacité. On rappelle, Lamarcus Aldridge 35 ans, Blake Griffin 32. Ouais, mais Blake Griffin, c'est un faux 32, il a 36. Voilà. on va enchaîner donc avec une autre équipe. Vous allez me dire si c'est vraiment là aussi encore. On peut considérer on peut comparer ça à ce qu'en font les Nets. Et là, pour le coup, donc quand LeBron James et Chris Bosh rejoignent le Miami Heat, tous les deux en fin de contrat, là, on peut dire que clairement, dans l'idée de construction, on se rapproche clairement de ce que font les Nets. On est peut-être sur la vraie super team avec des mecs qui arrivent dans leur prime pour gagner un titre. C'est ça la différence, de toute manière, quand on raconte l'histoire. Il y a évidemment les trades, donc les coups du GM, Danny Ainge, et puis là, il y a on se met d'accord. Alors je dis pas que c'est pas un coup de patte Riley, parce qu'il a dû mettre son nez là-dedans, et il voit à Miami et pas à New York, ou à Chicago d'ailleurs, on pouvait imaginer d'autres trades comme ça. Oui, c'est la première super team, comme on l'entend, c'est-à-dire vraiment la compilation d'un maximum de joueurs, sachant qu'on met ces trois stars là, mais on rappelle que Ray Allen est arrivé ensuite en free agent. Voilà, il y a Ray Allen qui arrive dans cette équipe-là, alors que 2 ans plus tôt, il était champion avec Boston. Allez, 3-4 ans plus tôt, il était à Boston. Donc oui, c'est la première super team, et c'est surtout le premier effet super team, donc la hate qui est créée autour de cette super team. Boston, j'ai pas la sensation qu'il y avait une véritable hate en fait qui avait été créée autour de l'équipe. Là. En fait, c'était vraiment l'équipe à abattre, et c'est là où je trouve qu'il y a des ressemblances avec les Nets aujourd'hui. Effectivement, je pense que c'est depuis cette équipe qu'on utilise le terme super team, tout simplement, parce que si on regarde un petit peu dans le passé, 2004, les Lakers. Les Lakers avec Shaq et avec Karl Malone, Gary Payton. Mais tu vois, ils étaient pas super team. C'est vrai. Super team, On n'appelait mais pas en tout encore cas, super team. c'est celle qui s'en rapproche le plus dans Absolument. Ouais. Là, je parlais du terme en lui-même, du terme super team, et c'est vrai que les Lakers dont tu parles n'avaient pas forcément généré un vent de détestation quand ils avaient signé Karl Malone et Gary Payton. Les gens se disaient qui sont sur la ça fin, va être chaud. Exactement. Exactement. Mais c'est vrai que si on regarde dans le passé, des équipes des Celtics des années 60-70 avec plein d'All-Stars, il y en avait. C'était bien entendu pas la même chose. Même les Knicks qui avaient été champions avaient une ribambelle de All-Stars, même si là on est d'accord, ça remonte. Les Celtics et les Lakers des années 80 aussi. Exactement. Donc il y a une question d'époque. Et je pense que encore à ce jour, la plus grosse erreur de Miami à l'époque, c'est dans la manière dont ils ont présenté les choses, cette espèce de spectacle. Vouloir dire on va gagner pas 5, pas 6, pas 7 titres, et puis la première année, tu te rends compte que ça s'arrêtera à 2 en fait. Et puis en plus, dès la première année, tu te rends compte que c'est pas si simple et que ça suffit pas de cumuler des talents pour gagner. On peut enchaîner avec une autre proposition que j'ai à vous faire parce que ça va être intéressant. Je crois qu'on va aller sur les Warriors, non sur les Lakers de 2012. Alors là, pour le coup, pareil, on est sur une super team. C'est Dwight Howard donc qui est tradé. Tout à fait. Dwight Howard qui est tradé. Donc on Ron Artest se retrouve avec Steve Nash qui lui est en fin de signe free agent, qui est cramé, mais on pense pas qu'il est autant cramé. En tout cas, Gasol, Kobe, Nash, Howard, Ron Artest.
on est sur ce qu'on peut appeler, dans l'idée, une super team aussi. Ouais, On veut mais- gagner très vite. Et absolument, l'idée c'était de gagner en 2013. Bon, Kobe se fera le tendon d'Achille et tu te feras sortir par les Spurs au 4-0. premier tour des playoffs 4-0 sale. Et puis ça se passera très mal. Mais on dit pas super team et pourtant c'en est une. Alors oui, Steve Nash est clairement en fin de parcours et son dos ne va jamais le laisser tranquille, mais dans l'intention, c'est de monter la plus grosse équipe possible avec un maximum de talent possible. Je pense qu'on se retrouve là avec une super team là aussi. Ouais, je pense que c'est clairement une super team. Et c'est vrai que sur cette équipe-là, j'ai le sentiment que tout ce qui pouvait aller mal est allé mal pour eux, quoi. En termes de mauvaise gestion des égos, quand Gasol s'est retrouvé sur le banc, alors que c'était clairement l'intérieur le plus prolifique de l'équipe. Dwight Howard qui se prend pour Hakim Olajuwon et qui demande à toucher la balle 25 fois par match, alors que jamais ça va se passer. Steve Nash qui se pète le genou et puis Kobe, comme tu disais, sur le tendon d'Achille. Donc ça restera pas dans l'histoire comme une super team parce que la saison a été aussi galère et qu'ils n'ont pas gagné. Mais sur le terrain, je pense qu'effectivement, c'en était une. Ça ressemble un peu aussi à celle de 2004, dans le sens où c'est une équipe, un noyau qui a déjà gagné et qui est rejoint par des superstars. Tu vois, et c'est très différent, je trouve, de Miami. Miami, c'est vraiment, on est une équipe qui essaie de se qualifier en play-off, et tout d'un coup, on est hyper favori, parce que dans la polarisation aussi de la NBA, c'est important. À ce moment-là, Miami est au top, et donc il y a déjà une autre super team. Donc dans l'histoire, c'est une narration un peu différente. Cette équipe vraiment de 2012, j'ai l'impression que c'est ce que les super teams peuvent faire de pire. Tu vois, c'est vraiment le pire exemple de ce que peut donner une super team. Il y a d'autres exemples plutôt cool aussi, mais celui-là vraiment, c'est l'un peut-être des pires exemples entre l'alchimie, les blessures et McDantoni. voilà. Et puis cette volonté de dire, la compilation de stars, ça va nous suffire à gagner. En fait, pas du tout. Et heureusement d'ailleurs pour le basket. On peut enchaîner, Tom, avec une autre équipe. Et là, on va aller sur les Warriors, pour le coup, qui gagnent 2 fois. Donc ils gagnent 3 fois, mais avec Kevin Durant, ils gagnent 2 fois. Et là, c'est intéressant parce que cette équipe, quelque part, elle s'est construite sans Kevin Durant et par la draft. Et je trouve que l'arrivée de Kevin Durant, certes, il gagne 2 fois, mais l'arrivée de Kevin Durant enlève le crédit de toute la construction des Warriors. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que on a fait confiance à Curry quand il avait sa cheville flinguée, qu'on avait des doutes sur lui. Ils sont allés chercher Klay Thompson, qui est quand même 11e choix de draft, Draymond Green, qui est un début de 2e tour. Ils sont construits petit à petit. On rappelle Harrison Barnes aussi, qui a eu un rôle dans le premier titre et dans la saison avec des 73 victoires. Et c'est vrai que l'arrivée de Kevin Durant, on dit tout de suite super team, mais la construction elle est quand même complètement différente que celle du 8. Bah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est intéressant de noter qu'effectivement ils sont construits par la draft et sans même forcément avoir des top choix de draft. Donc belle construction sur la durée. Ils avaient gagné avant que Kevin Durant arrive aussi, donc c'est pas tout à fait la même chose. Finalement, ils avaient prouvé qu'ils n'avaient pas forcément besoin de lui pour gagner, même si une fois qu'il est arrivé, ils étaient je pense qu'on est tous d'accord, c'était juste injouable quasiment de pouvoir les passer. Donc super team dans les faits. Je ne sais pas si ça enlève tant de crédit à ce qu'ils avaient construit avant. Ça, je pense que c'est une question de sensibilité, quoi. Moi, c'est pas du crédit, c'est qu'on oublie en fait que cette équipe-là, elle est devenue attirante. Parce que quand Kevin Durant signe, c'est clairement la franchise la plus attirante du moment par son style de jeu, par ses résultats. Et on oublie comment cette équipe-là s'est construite. C'est pas leur enlever du crédit. Ça n'en reste pas moins une super team. Ça ne reste pas moins une super team. Quelle que soit la manière de créer cette affaire, tu as quand même top 3 meilleurs joueurs qui rejoignent top 3 meilleurs joueurs dans une saison à 73 victoires. Tu parlais de hate avec Miami. J'ai l'impression qu'on kiffe tous les Warriors. Et quand Durant arrive, il y a une scission avec les pros et les anti-Warriors. Du coup, parce que Durant arrive. Et puis il y a toujours le fait quand tu es champion, que tu surfes sur un kiff monumental. Ils ne sont pas champions quand il arrive. Hein. Pardon ? Ils sont pas champions quand il arrive. Oui, mais ils ont gagné l'année d'avant. Mais je veux dire, en tout cas, ça amène ton lot de haters. Et les Warriors, eux aussi, ont leur lot de haters. Mais pour moi, c'est une super team. Il n'y a aucun doute là-dessus. Quand tu as des 3 meilleurs joueurs de la ligue actuellement, que tu rajoutes Klay Thompson, Draymond Green, bah oui, c'est une super team. André Iguodala. Bon, bah voilà. On est clairement dans la définition de la super team. Sur la construction, on est quand même différent. C'est différent. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, parce que ce mot, c'est ce que je demande, c'est ce que je dis dans l'édito. C'est quoi la réelle définition de super team, en fait? Tu vois, c'est un mot qui est lancé comme ça. Ouais, mais regarde la super team, parce que là, en fait, on parle de celle-là, mais la vraie super team des Warriors, c'est celle quand il y a Cousins qui vient. Et là, ça n'a plus aucun sens. C'est qu'ils sont capables d'aligner un 5 majeur qu'avec de All-Star.
Oui. Ah, ça n'avait plus aucun sens. Bon, ça n'a pas marché. Cousine qui fait un montage avec la CAF pour être payé. À l'époque, c'était n'importe quoi. Lui qui était. Bon, il revenait de blessure, certes, mais bon. Ouais, il était mais ça ressemblait d'ailleurs un peu à Drummond. service civique, il a fait. Ouais, service civique. Service civique avec les bras. Allez, on enchaîne, je crois, avec l'équipe du moment. La super team du moment, c'est les Brooklyn Nets donc de 2021. James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant, Blake Griffin, Lamarcus Aldridge. Et tout ça signé en moins d'un an et demi. Sur le papier, c'est fantastique. Surtout qu'on a l'impression que Blake Griffin recommence à être le joueur qu'il a été. Lamarcus Aldridge, c'était un joueur qui l'année dernière tournait ni plus ni moins à 18-19 points par match chez les Spurs. Qu'est-ce qu'on pense de cette équipe? En termes, c'est Ça compliqué, dépend de hein. ton point de vue. Hein. Mais oui, c'est ça. Mais On est excité, moi, on est déçu, on a envie qu'ils perdent, on a envie qu'ils gagnent. C'est un peu tout ça. il y a différentes choses. D'une, moi personnellement, j'en veux pas du tout aux Nets d'avoir chopé ces joueurs-là. C'est le rôle de chaque franchise d'accumuler tous les atouts possibles pour essayer de gagner. Donc, je comprends la logique des Nets. Je respecte aussi le fait que des joueurs puissent choisir les équipes pour lesquelles ils ont envie de jouer quand ils sont free agent. Tout ça, je le respecte complètement. Ce qui me chagrine un petit peu, c'est le mécanisme en fait, parce que Blake Griffin puisse signer, je me dis bon bah super, très bien, bien joué les Nets. Que Lamarcus Aldridge derrière puisse signer aussi. Là, je trouve ça un petit peu compliqué. Je me demande s'il n'y a pas peut-être des ajustements dans les règles à trouver, peut-être, pourquoi pas limiter à un seul joueur le nombre de joueurs qui peuvent être signés à ce moment-là, de cette manière-là, après un buyout par une franchise. Il y a peut-être quelque chose à réfléchir. Ouais, mais je te rejoins complètement. Qui va aller dire à Sean Marks, c'est pas bien ce que tu fais au bout d'un moment. Ah non. Il a le droit. Et tu disais tout à l'heure que les Warriors se sont rendus attractifs par leur style de jeu et ainsi de suite pour Kevin Durant. Et on va aller derrière reprocher aux Nets de s'être rendus attractifs il y a 2 ans avec D'Angelo Russell, avec Kenny Atkinson. Et puis derrière pour aller chercher à la free agency Kyrie et KD. Puis par trade James Harden. Puis ensuite... En vrai, quand tu y penses, c'est un coup de maître. Ce qu'a réussi à faire Sean Marks depuis 1 an et demi. C'est vrai que c'est complètement fou, mais ça fait seulement 1 an et demi. Maintenant, ça n'apporte aucun gage de réussite, mais en tout cas, tu as la sensation qu'il se donne les moyens de rêver de titre. Et il y a 3 ans ou il y a 4 ans, imaginer les Nets dans cette situation, c'était totalement impossible. Donc bravo aux Nets. Maintenant, notre sensibilité à tous, c'est la même. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est putain, mais attends, wow, vous allez signer qui encore? Parce que la blague maintenant, c'est de dire moi aussi je signe aux Nets. Voilà, il leur restait des places dans le roster. Tu te souviens, on se disait ça après le tête de James Harden, on se disait il faut peut-être aller chercher un grand défenseur. Ils sont allés chercher du talent en plus pour s'offrir un maximum de chances d'être champion un jour. On a fait tout un listing là, de super teams. Il y a une équipe où on n'a pas fait un tableau, mais la dernière fois où les Spurs gagnent, sur le terrain, ils ont Tony Parker, Manu Ginobili, Tim Duncan, Kawhi Leonard. Et on n'a jamais dit que c'était une super team. Pourtant, sur le papier, T'as 4 stars. t'as 4 méga stars. Mais c'est aussi on en revient à cette donnée de construction, parce que tous les joueurs que tu as cités ont été draftés par San Antonio, même si Kawhi Leonard est arrivé par le biais d'un trade le jour de la draft. Mais moi, ce que je me pose toujours comme question, c'est est-ce que ces joueurs... C'est ça qui est très dur avec les Spurs, je trouve. On se pose toujours la question de savoir si les Spurs ont été aussi forts parce qu'ils avaient de tels talents, ou si finalement ces joueurs sont arrivés à un tel niveau parce que les Spurs ont su les faire progresser, les faire adhérer à un projet collectif et se hisser au niveau qui a été le leur. C'est un peu les deux, hein, le yin et le yang, clairement. On va revenir sur les Nets. Lamarcus Aldridge et Blake Griffin ont signé chez les Nets, alors pas au prix max, hein, ils ont fait un buyout, ce qu'on appelle donc ils ont trouvé un accord avec leur franchise pour prendre la totalité, ou en tout cas pas mal du contrat restant pour être libre et signer du coup un prix défendu de concurrence au minimum, parce que du coup tu as pris ton cash ailleurs. Donc c'est même pas un effort financier qu'ils font, parce que derrière ils prennent du cash. Justement, on va voir un tableau sur tous les buyouts les plus intéressants qu'il y a eu un petit peu dans l'histoire. Tom, c'est toi qui as proposé ce tableau. Il y a des trucs plutôt cool. Notamment, tu nous as ressorti, je l'avais quasiment oublié, Stojakovic avec son buyout tu l'as ou pas? Quand Stojakovic fait son buyout, très dur à trouver. Il signe à Dallas, quand il arrive à Dallas. Non. Toronto. Moi, je ne l'avais pas. Toronto, et on se souvient que derrière, en play-off, mon tonton, il met des filoches lors du titre incroyable des Mavs. Boris Dio, en 2012, qui lui aussi va devenir champion avec les Spurs. Et puis, tu disais l'année dernière, Markieff Morris avec les Lakers.
Parce que ce qui est important à dire avec cette idée de buyout, là, c'est les bons exemples. Et c'est important, les dernières années, d'expliquer que ça peut marcher, d'amener justement du talent via ce marché des free agents qui viennent juste de se faire couper. Mais c'est en aucun cas un gage de réussite. Finalement, dans chaque équipe championne, il n'y a pas un buyout qui vient dans ton équipe et qui sublime complètement le collectif. Moi, ce que je vois, c'est que Blake Griffin et Lamarcus Aldridge ajoutent du talent, mais ils ne règlent pas les problèmes qu'ils avaient à la base. Donc, ils ont ajouté du plus, mais sans apporter de l'équilibre à l'ensemble. Donc, c'est pour ça que je voulais aller cette idée. Alors là, on a cité les bons exemples, il n'y a aucun souci. Et tu disais Peya. Markif, hein, j'ai dit Marcus, c'est Markif. Non, t'as bien dit Markif, t'as dit Markif. Pardon. Donc voilà, Markif Morris, par exemple, est un bon exemple, c'est-à-dire que c'est un joueur qui était à Détroit, qui était en fin de parcours dans une franchise, qui arrive aux Lakers par la petite porte, qui est plutôt remplaçant et qui a un vrai rôle dans les playoffs, qui est parfois, même très souvent titulaire, qui est dans des pourcentages complètement fous. Mais parmi les les mauvais souvenirs, on peut penser à Deron Williams, qui est coupé de Dallas et qui va à Cleveland, qui va jouer une finale à un niveau. C'est plus le Deron Williams qu'on kiffait. Donc voilà, moi, là, il faut arriver à se projeter sur est-ce que avoir Aldridge et avoir Blake Griffin, ça te garantit d'aller en finale, voire d'être champion? Non, puisqu'il y a encore plein de matchs à jouer. Alors tu peux te poser la question, est-ce que tu prends pas ces joueurs-là pour pas les laisser aux autres? Je pense à Aldridge à Miami, par exemple, parce que c'était la rumeur la plus insistante et qu'on se disait que Aldridge, du côté de Miami, c'est là où ça fitterait le plus par rapport à son style, Ça rééquilibrerait les forces aussi. Et Blake Griffin, je sais pas moi, à Milwaukee, enfin j'en sais rien, tu peux imaginer n'importe quoi, aurait... c'est toujours l'idée de diluer les forces dans une conférence. Là, aujourd'hui, tu fais la concentration un max et t'en laisses pas aux autres. Souvent, tu vois, à l'époque, on disait que le Lyon de Jean-Michel Aulas dans les années 2000 prenait tous les meilleurs joueurs de la Ligue 1 pour pas les laisser aux autres. Tu vois, et c'est un peu dans cet esprit-là. Donc maintenant, ça ne donne aucun gage de réussite. Moi, je dis pas que les Nets, avec cette équipe-là, sont sûrs d'être champions. Et c'est ça aussi qui est cool dans le sport. De toute manière, t'as jamais de certitude. Tu parlais d'équilibre, et Erwan, et je te rejoins là-dessus, parce que l'autre problème, je trouve que ça pose, c'est que finalement, c'est toujours les mêmes franchises qui peuvent se permettre de faire la rafle sur ces buyouts. C'est les gros marchés, encore une fois. Ce qui veut dire qu'elles récupèrent pour des centimes ou des clopinettes des joueurs qui ont pour tous les autres marchés qui auraient une vraie valeur. C'est-à-dire que si aujourd'hui Milwaukee ou je sais pas, Oklahoma City avait voulu récupérer l'un de ces joueurs, on sait qu'ils n'auraient jamais pu le récupérer par buyout. Le seul moyen qu'ils auraient pu avoir, ça aurait été de mettre en place un trade avec les franchises de lesquelles ils viennent et donc de se séparer d'un certain nombre d'assets. Là aujourd'hui, et ça tombe dans l'escarcelle des Nets, ces deux joueurs-là, sans que les Nets aient dû dépenser de l'argent aujourd'hui et ni même sans qu'ils aient besoin d'engager leur futur pour récupérer ces joueurs-là. Je sais pas si c'est les gros marchés, moi je crois que c'est les gros projets. Moi, je me rends compte que ça se passe souvent dans les grandes villes. Quand mais même. parce que les gros joueurs vivent dans les grandes villes. Moi, ce que je vois, c'est que toi, si tu coupes avec ton équipe, tu vas vouloir jouer avec qui? Avec LeBron, il est en finale chaque année. Avec KD, puisqu'il a une chance de jeu. Donc moi, en fait, sauf si c'était Damien Lillard, mais qui s'est jamais retrouvé dans cette situation pour l'instant. Qu'est-ce qu'il fait dans le débat alors lui? Non, je voulais juste souligner. Ce que je vois, c'est que les forts talents comme ça, qui sont en fin de cycle dans leurs équipes, qui se font cut ou avec qui ils trouvent un accord, veulent jouer dans les équipes qui jouent le titre, indépendamment des villes. Là où tu as raison. Alors les gros joueurs sont les grosses villes. Là où tu as raison, c'est que Blake Griffin, par exemple, qui dit ça me fait rire, depuis 2 ans, la seule chose que j'entendais, c'est à quel point j'étais mauvais. Il a raison. Alors, non, parce qu'après, il se blesse, il est trop fort et tout, et après, il était pas mauvais. C'était à 2 ans, ça. Hein. Après, il était juste blessé. Maintenant, on imagine clairement que à la Lamarcus Aldridge, Blake Griffin ou Dédé Drummond, ils vont pas les signer à Minnesota. Ils vont pas les signer à Atlanta. Mais c'est pas une question de marché, c'est une question de projet. Ça, c'est une question aussi de projet. Maintenant, moi, j'ai une question à vous poser, un peu une question de trader. C'est que quand un mec, la valeur aujourd'hui de Blake Griffin ou de Lamarcus Aldridge, c'est pas le minimum. Est-ce que des mecs comme ça qui vont signer au minimum, ça nique pas le marché? J'imagine qu'en bourse, si tu fais ça, tu fais écrouler les marchés. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est pas en train aussi un petit peu de flinguer la NBA, sachant que la draft ne rééquilibre plus les forces parce que les mecs restent qu'un an, qu'ils arrivent à 13 ans et demi en NBA et donc il leur faut 2-3 ans pour devenir les joueurs qu'ils sont censés être. Est-ce que ces mecs-là, après leur buyout, qui sont encore, je te dis, Lamarcus Aldridge, l'année dernière, c'est 19 points avec les Spurs, ils sont en playoff, il est All-Star. Blake Griffin, il y a 1 an et demi, c'est le meilleur poste 4 avec, derrière Antetokounmpo de la conférence Est. Est-ce que ces mecs-là, qui se retrouvent après, alors que c'est encore des vrais potentiels, qui ont une autre valeur, à signer si peu, ils flinguent pas le marché? Ça soulève 2 questions. La première, c'est celle de Théo. Tu disais peut-être qu'il faut limiter à un seul
joueur qui vient de se faire cut. C'est une bonne idée, ça. Voilà, pourquoi pas. Après, ça soulève une autre question. On a un peu parlé dans After Sports lundi, où toi, ta théorie, c'est de dire que à partir du moment où tu es un joueur multiple All-Star, multiple All-NBA, voilà, tu peux trouver des facteurs, des caches à causer comme ça. En fait, ça devrait T'assures un obliger, minimum. voilà, ça obligerait une équipe à t'offrir 5, 6, 7, 8 millions de dollars. C'est une théorie que je peux entendre, mais en fait, qui n'a aucun sens dans la NBA parce C'est que impossible la à faire. réalité, c'est impossible. Et la réalité, c'est que, et c'est pour ça que je dis que Blake Griffin, il a raison. Ça fait 2 ans qu'on n'arrête pas de dire que Blake Griffin ne peut pas jouer. C'était quoi le match le dimanche soir là où il tombe par terre, là, à la fin son genou, mon gars, enfin tu vois, il peut plus jouer au basket. Ouais. Il peut plus jouer au basket, donc il se remet en forme. T'as même l'impression, je pense à James Harden avant son trade, où t'as l'impression qu'il fait même exprès de se rendre gros pour faire baisser sa cote. Tu vois, la réalité, c'est qu'à un moment donné, ils sont en fin de cycle dans leur franchise. Et ensuite, ils sont free agents, il faut leur laisser faire ce qu'ils veulent. On va toujours plus vers la République des joueurs, mais parce qu'il y a ce combat joueur contre propriétaire. Les joueurs font ce qu'ils veulent aujourd'hui, et en tout cas, se donnent les moyens de faire ce qu'ils veulent. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas légiférer là-dessus. Il y a beaucoup Parfois, là, c'est un excès, peut-être, mais bon, il n'y a Vas-y, pas tant que Théo. ça, finalement. Ouais, je veux dire, là où Blake Griffin est de mauvaise foi, c'est que quand les gens disent qu'il était mauvais, c'est qu'il était mauvais par rapport à son salaire et à son statut dans l'équipe dans laquelle il était. Ça, c'est sûr. Pour une première option à autant d'argent, oui, il n'était pas au niveau. Par contre, si c'est ton 6e homme, 7e homme, ou que même tu l'as pour jouer les dernières possessions d'un match décisif, et qu'au lieu que la balle finisse par arriver dans les mains de ton joueur de rotation, ça arrive dans les mains d'un mec qui a été je sais pas combien de fois All-Star, qui a un QI Tellement basket extraordinaire et qui peut faire le bon choix, ça change Mec, totalement la donne. tes options 5 et 6, c'est Griffin et Aldridge. Waouh, Ouais, merde, mais quoi. c'est Griffin et Aldridge 2021. Et je trouve que ça change absolument tout, parce que là, j'enlève en rien leur talent, je trouve que c'est des super joueurs. Mais en fait, Aldridge aux Spurs, qu'est-ce que tu m'as dit là, cette année qu'il était Attends. en fin de cycle, il avait plus envie d'être là. Mais Non, en fait, c'est qu'il est plus d'être là en première ou deuxième option. je dis pas le contraire, mais là, ce que je vois aux Spurs, c'est qu'il n'était plus au niveau qu'il était l'année dernière, il y a 2 ans, et ainsi de suite. Donc, c'est la réalité. S'il était si fort, il serait jamais séparé des Spurs. J'ai une Voilà, question. ça, c'est la réalité J'ai une du question. marché aussi. Parce que c'est vrai qu'on est un petit peu à charge, on est presque un peu déçus, parce que nous, ce qu'on a envie de voir, c'est que les conférences soient équilibrées et qu'on voit des grands combats de playoffs dès les premiers ou demi-finales, dès les premiers tours ou demi-finales de conférence. Mais en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut vraiment reprocher à un joueur, Blake Griffin, 32 ans, je l'ai dit, Lamarcus Aldridge, 35 ans, est-ce qu'on peut reprocher à des mecs de dire bon, moi j'ai fait un peu le tour du quartier là. J'ai envie de gagner un titre maintenant, coûte que coûte. Est-ce qu'on peut reprocher ça à des mecs? Moi, je pense pas qu'on puisse leur reprocher. Même à l'époque de The Decision de LeBron, je trouvais qu'il avait été totalement dans son droit de choisir l'équipe pour laquelle il voulait jouer. Donc ça, je peux pas. Encore une fois, j'en veux ni aux Nets ni aux joueurs qui ont fait ce choix-là. Je trouve ça dommage que mécaniquement ce soit possible. Et après, pour faire écho à ce que tu disais, Thomas, ce qui va être intéressant de voir maintenant, c'est comment ça joue. Parce que ça aussi, pour moi, c'est une donnée qui est importante. Ce qui faisait que les Warriors avec Kevin Durant, même si c'était trop fort, on pouvait dire que c'était cheaté. Ça, je l'entends, mais en même temps, ça jouait bien, c'était du beau jeu. Complémentaire. Moi, j'étais ouais. le premier à adorer les équipes de Barcelone, qui à un moment avaient des super teams au niveau européen, Euroleague, avec des stars à tous les postes, parce que qu'est-ce que ça jouait bien, quoi. Donc, effectivement, tu pouvais dire, ouais, mais c'est trop facile, ils vont être champions, gagner l'Euroleague, mais en même temps, ils t'apportaient du spectacle, c'était beau à voir jouer. Et donc là, maintenant, le challenge, il est énorme pour les Nets, parce que sur le talent, c'est fort, ils ont des role players aussi, toujours, qui sont là, en termes de longueur de banc, ça reste Incroyable. très bien. Ils Ça n'ont fait pas équipe, forcément progressé défensivement avec leur dernière signature, mais offensivement, c'est tellement dingue que tu peux Alors, dire. Lamarcus Finalement, Aldridge, je n'ai pas d'accord avec toi. Si on peut revoir la déclat, Tom, j'ai vu que tu l'as fait passer là, on va la prendre. Et c'est vrai que nous, les inquiétudes qu'on a depuis le début de saison, elles sont défensives. Et Lamarcus Aldridge, apparemment, est là pour tout régler. Ils n'ont pas fait appel à moi pour que je fasse des exploits, mais juste pour mes qualités défensives et que je rentre mes shoots. J'ai un gros QI défensif, je vais pouvoir aider l'équipe. Il a beaucoup progressé aux Spurs défensivement. Et Oui, je puis sais. il va aider, Il a beaucoup parce qu'effectivement, c'est un joueur intelligent avec un physique important, donc il va aider dans tous les cas. Mais c'est vrai que comme tu le disais tout à l'heure, nous on se disait les Nets, il faut qu'ils équilibrent le jeu en rapportant plus de défense. Finalement, ils ont surtout rapporté plus d'attaques. Encore plus d'attaques. Mais si ça marche, de toute façon, ça, c'est clair. On a l'impression leur que- pari, tu peux comprendre que Rappelons leur pari. c'est Steve Nash le coach et que quelque part, tu restes un peu l'entraîneur que tu étais en tant que joueur. Et d'Anthony, Je sais pas. l'assistant. Voilà. Donc je Ouais, pense que pour l'instant, on a l'impression que les Nets veulent gagner par l'attaque, ça marche. Mais tu le disais, énormément de stars, c'est pour ça qu'on dit que c'est une super team. Mais comme tu le dis, les rôles, les soldats, le free pit des Lakers, ils gagnent aussi, donc Kobe Shaq, mais derrière, les soldats, les joueurs qui connaissent leur rôle. Et là, pour le coup, Bruce Brown Jr., un régal. Jeff Green, TLC, Dédé Jordan, Joe Harris, ils ont lancé aussi Nico Claxton, qui fait du bon boulot. Ils ont les méga stars et ils ont les soldats qui semblent avoir clairement compris leur rôle.
honnêtement, moi, tu me disais... Chamette, Landry Chamette aussi, tu l'as dit. Ouais, Landry Chamette. Est-ce que pour vous, tu me disais, est-ce que pour vous, c'est des favoris? Aujourd'hui, pour moi, c'est les grands favoris. Bien sûr. Clairement. Bah, et je vais même aller plus loin, un titre ou rien, parce que c'était oui. quand tu construis, on parlait de la manière de construire, quand tu te construis comme ça de manière agressive, très capitaliste, très Donald Trump, eh ben finalement, on va pas te dire ah ouais, mais allez, c'est que la première année, il faut qu'ils se connaissent. Là, les Nets où ils gagnent, ou derrière c'est la foudre. Hein. Je sais pas si c'est la foudre, parce que pour moi, l'objectif, il est clair, c'est le titre. Quand tu mets autant dans les poches, si à la fin, t'es pas champion, on va leur tomber dessus. Mais la réalité, c'est qu'ils sont tous son contrat, ils ont du temps, en fait, finalement. Si tu te fais taper en finale ou avant, l'année prochaine, c'est toujours la même équipe. Hein. Alors, à voir Aldridge, Blake Griffin, mais en tout cas, tes 3 superstars, elles sont toujours là. Donc, tu seras toujours parmi les favoris, tu auras une année de plus. KD dans quelle étape? Parce qu'en fait, il joue pas. Moi, ce que je vois. Et LeBron, Dallas, on lui en parle encore. Oui, Non, mais alors parce qu'il est que- censé gagner, Ouais, tu vois, ouais, il y a- bien sûr, mais sauf qu'il gagne 2 fois d'après. Donc oui, t'as raison, mais c'est pas comme si. Moi, pour moi, le grand dame, c'est que tu gagnes jamais. Hein. Mais au bout d'un moment, si t'as besoin d'un échec pour faire un doublé derrière, tu penses que KD, il préfère pas prendre 2 titres les Ils 2 en sont prochaines pas, années. ils en sont pas au même niveau, ils en sont Non, pas à ça, ce c'est même clair. stade-là. KD est déjà champion, Mais est déjà la MVP. pression est tellement différente. T'as Harden qui est MVP, c'est quand même, pour moi, ils en sont pas au même stade que le Heat qui avait jamais gagné à part D-Wade en 2006. Ouais, je sais, mais il n'empêche que là, ils ont la cible dans le dos. C'est la meilleure équipe sur le papier. Voilà, ils sont favoris de la conférence Est. Au vu des firsts en présence, Clippers, Lakers, eh ben, ils ont l'air en avance au moins sur le papier. Bon, voilà, maintenant, il faut jouer les matchs. Ils doivent, et d'ailleurs dans le vestiaire, j'imagine qu'ils n'ont aucun autre objectif que d'être champion. Sinon, il y a un truc que je comprends pas. Déjà, à partir du moment où tu as les 3 mecs, si t'es pas champion, c'est un échec. Mais un échec, c'est pas la fin de quelque chose. On se construit dans les échecs. Et pour l'instant, ils n'ont aucun vécu collectif. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je trouve quand même qu'il y a très peu de hate autour de cette équipe pour l'instant. Tu vois, moi, là, je suis curieux de les voir jouer. Voilà. Mais j'ai pas énormément d'animosité comparé à celle qu'il y avait à Miami en 2010. Mais je suis un peu d'accord avec toi, Erwan, dans le sens où là, si ce foire, ça sera quand même, ça restera dans l'histoire comme les grandes équipes qui se sont Pour moi, plantées. ça- Dans le cas où ils ne gagnent pas après. Non, mais Mais moi par s'ils ne contre- gagnent pas cette année, pour moi, c'est un fiasco. Après, comme tu dis, évidemment, la NBA, ça recommence chaque année. Donc, évidemment. L'année dernière, les Clippers, c'était un énorme fiasco. Alors, oui. Tu gagnes cette année. Alors, oui. Mais, Attends, mais le pour moi, fiasco des Clippers. non, pour moi, le fiasco des Clippers, il est sur la manière. Parce que ça résultat, part en couille avec. résultat. Oui, c'est le résultat. Attends, ils mènent 3-1, Ils mènent quand même. 3-1. Mais du coup, mine de rien, tu fais venir 2 gros trades parce que tu t'es rendu attirant. On en revient. Et en fait, j'ai plus de patience pour eux pour dire OK, on a reconstruit que eux cette année, que les Nets C'est cette année. ce que je te dis, c'est que la narration, elle change, mon gars. C'est que quand ils se font sortir, c'est la pire de l'année. On est 6 mois plus tard. Ils ont ramené Non, des gars, ils se font sortir. La haine, quand ils se font sortir, la haine qu'on a, c'est qu'ils nous privent d'un Lakers Clippers non, mais en finale de je veux compte. dire, l'année dernière, le plus gros fiasco de l'année, c'est les Clippers, devant même les Bucks. Alors que les Bucks, j'attends en finale. Voilà. Sauf que 6 mois plus tard, eh ben on est oublié. T'es le premier à le dire, là. 6 mois, 9 mois plus tard. on les a oublié parce on les attend en playoff. qu'ils se sont réinventés. Donc, moi, je dis que les Nets, s'ils se font sortir, ce sera un fiasco, mais t'es toujours à un coup d'un trade, un nouveau joueur, un nouvel équilibre, Mais pour en fait relancer la machine. Il y a Donc, il y a 2 superstars aux Clippers. Là, ils en ont 5 mais les ça Nets. change, ouais, mais ça change- enfin, moi, je pense que ça change rien. OK. Si tu Ça veux. change rien. D'autant que Vraiment. là où je suis Ça d'accord change avec rien. toi, Thomas, pour le coup, c'est que ce qui est fort avec ce qu'ont fait les Nets, c'est qu'ils se sont mis dans les meilleures dispositions pour gagner cette année, mais aussi dans les 2 années qui Bah, viennent. bien sûr. Parce que quoi qu'il arrive, à moins que pas un one Steve shot. Nash se plante complètement ou que le GM se foire avec l'une de ses stars, ils seront attractifs pour choper Alors, d'autres joueurs cet été et l'année Ils ont Spencer prochaine. Dinwiddie à Je transférer. suis totalement d'accord avec vous. Mais alors, là, le énorme crédit à Sean Marks, qui, pour le coup, et ça, c'est un boulot de GM, comme avait réussi à faire, comme il s'appelle, Bob Myers, avec les Warriors, comme d'autres franchises avaient réussi à faire avant, rendre attractif pour attirer, que ce soit les gros free agents ou les mecs en buyout. Super. Maintenant, gros, quand t'as cette équipe-là, de dire, oh, nous, on veut Mais gagner. personne dit ça. Je dis, Je peux l'objectif, finir c'est d'être champion. Oui, non, mais moi, tout je le me monde dis, dit ça, s'ils sont moi. champions dans 2 ans, ou dans 3 ans, ou s'ils sont champions cette année, la narration, c'est pas la même. Mais oui, Moi, mais je peux te dire que ça change s'ils quoi sont à pas faire champions cette année, et que certes, l'année prochaine, parce que je pense qu'ils seront champions, quoi qu'il arrive, ces mecs-là, à un moment donné, s'ils sont pas champions cette année, ça reste pour moi un bel échec. Mais c'est. Ben oui. Et là, voilà. S'ils sont pas champions cette année, c'est un fiasco, comme le fiasco de l'année dernière des Voilà. Clippers. Sauf que. Et c'est. Pire que les Clippers. J'ai plus de 30 ans maintenant, et ben j'ai l'expérience et j'apprends. Je peux te dire qu'en fait, toutes ces équipes-là, elles se relèvent ou elles se relèvent pas, mais en tout cas, c'est avec le temps qu'on pourra le dire. Fiasco, échec, oui, s'ils ne gagnent pas. Encore faut-il qu'ils perdent, hein, parce que Mais pour l'instant, oui, déjà. et qu'ils sont tellement Mais oui, intelligents mais qu'ils peuvent se d'accord. relancer. Mais Donc voilà, oui, la narration mais est j'ai- différente. Mais si les Clippers ils gagnent cette année, on s'en battra les couilles l'année dernière. On dirait que ce sera la faute du coach, la Doc Mais Rivers, pour qui est moi, parti à tu peux pas comparer les Clippers avec Kawhi et Paul George et des mecs avec 5 All-Stars.
Moi, je compare tout. Je vois beaucoup de super joueurs. Je vois des équipes qui se renforcent de toutes parts. Je te rappelle que l'année dernière, les Clippers, ils ont Reggie Jackson qui vient en cours de saison. Il y a Marcus Morris qui déboule. Ils ont une équipe, mais d'enculés, pour rester poli. Donc voilà, moi, j'oublie pas l'année des Clippers l'année dernière du fiasco qui peut être du même niveau que les Nets cette année. Mais là encore, la manière fera beaucoup la différence parce que le truc pour une équipe comme ça, si jamais elle devait pas aller au bout, c'est il y a bien un moment quelqu'un va pointer le doigt pour savoir de qui c'est la faute. Ah oui. Et donc quand on a 3 joueurs avec des égos aussi surdimensionné, je sais pas, parce que tu peux pas être à ce niveau-là sans avoir un ego monstrueux, hein, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais si ça commence à pas bien jouer et que les gens commencent à se pointer du doigt pour dire c'est la faute de ci, de ça pourrait être problématique. Ouais. Alors Thomas, tu disais il n'y a pas de hate, et je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Commence à avoir, d'ailleurs on voit des commentaires, alors sans dire qu'il y a des haters, mais des gens qui nous donnent leur avis, d'ailleurs merci de le faire chaque semaine sur le compte Twitter, toujours très intéressant de construire les débats le mercredi soir en prenant vos avis, et moi je trouve qu'il y a des gens qui commencent quand même à dire « Oh merde, ça fait chier, j'ai envie de les voir perdre, j'ai envie... » Et c'est vrai qu'après ça c'est le jeu du sport, les mecs les plus forts, ben, on aime bien voir les outsiders, les mecs moins favoris, taper les favoris. Tu parlais C'est pour ça la hate, je trouve. Hein. Tout le monde, tu vois, il y a des gens qui veulent que les Lakers de LeBron se fassent taper avec Drummond. Tu vois, mais moi je parle de hate. J'ai jamais ressenti, et j'étais un des premiers à le faire, la hate de LeBron, Wade, Bosch. Elle est à des années-lumière de ce qu'on voit aujourd'hui. La hate, par exemple, des Clippers quand ils perdent l'année dernière, on l'a ressenti. On a vu qu'il y avait une vague de bien fait pour eux, bien fait pour leur gueule. Pour l'instant, les Nets... Les Warriors, quand ils perdent contre Toronto les aussi. Warriors, ouais, tu sens qu'elle a bien fait les blessures. Là, pour l'instant, je décèle pas trop de hate, c'est ce que je voulais dire. Après, c'est tout neuf. Hein. Ouais, bien tu parlais d'équipes qui se renforcent. Il y a les Lakers aussi qui se sont renforcés. Alors, je ne sais pas si on peut parler de super team avec l'arrivée de Drummond, surtout quand on voit dans quel état est pour l'instant Dédé Drummond. Il n'empêche que quand je vois les moves qui ont été faits côté Nets, quand je vois l'état des Lakers avec LeBron blessé encore pas mal de semaines, AD pareil qui est blessé pas mal de semaines. D'ailleurs, juste en parlant de blessure, KD ne reviendra pas cette semaine. Il est absent depuis le 14 février et cette semaine il jouera pas. Peut-être la semaine prochaine, ils prendront pas de risque. J'ai l'impression que les Lakers, ils ont eu la très bonne idée, le bon flair de signer Dédé Drummond qu'il va falloir remettre en route parce que si on se projette dans une finale face aux Nets, il va falloir leur envoyer un peu de viande en face. Ils ont beaucoup d'obstacles à passer avant de penser au final, mais je te rejoins complètement, on en a parlé pour la trade deadline, où moi je disais je voulais vraiment qu'il aille soit à Boston, soit aux Lakers, parce que c'est des équipes qui ont besoin d'un nouveau souffle. Les Lakers, franchement, ils font peine à voir, ils ont enchaîné les défaites avec la blessure, ils ont un peu regagné et tout. Mais en fait, il y a eu beaucoup de rumeurs de transfert, il y a eu des Schroeder là, qui auraient refusé, mais bon, ça sent le coup du front office des Lakers, qui aurait refusé 84 millions sur 4 ans. Je ne sais pas ce qu'ils espèrent si ils refusent ça. Ils ont besoin en fait d'un nouveau souffle et en fait à redessiner complètement leur poste de pivot entre l'année dernière qui marchait très fort et cette année, ils se sont perdus en fait. Et ça, on en avait un peu discuté dans l'avant-saison. Donc Drummond est arrivé, pas avec une cape de sauveur, mais avec une cape de mon gars, on a besoin de toi, on a besoin de ton athléticité, la fameuse. On a besoin de ta vaillance au rebond et pourquoi pas défensif. Mais on a besoin surtout de voir que tu progresses un peu dans le QI basket et dans l'implication. Hier, elle a fait un premier match. Il faut vite que LeBron revienne, hein, parce que s'il n'y a pas LeBron, il n'y a aucun espoir, évidemment. Mais avec André Drummond, en tout cas, tu te permets de rêver, de passer les Clippers avant de penser aux Nets. Il y a beaucoup d'obstacles. Non, mais là, comme on parlait des Nets, oui, d'accord. Bien sûr, mais super pioche pour les Lakers. Effectivement, 27 ans pour le salaire qu'ils vont devoir lui payer. Comment ne passer à côté d'une telle occasion? S'ils récupèrent Eddie et LeBron et qu'ils arrivent en play-off en pleine forme, c'est un énorme renfort pour eux qui leur coûte absolument rien, ni aujourd'hui. Et cet été, ils auront le temps de voir s'ils veulent essayer effectivement de le prolonger, de l'intégrer à long terme. Frank Vogel a déclaré qu'il espérait voir Drummond, ils ont ciré les pompes. Qu'il soit un Lakers pour longtemps. Bon, c'est très bien que c'est de la com, mais bon. Ils ont ciré les pompes. À voir ce que donnera la saison. Mais oui, très, très belle pioche, quoi. Ça va permettre en plus à Eddie de pouvoir jouer en 4, ce qu'il préfère. On le sait qu'il n'aime pas trop jouer Quand il va pas finir les matchs, vous allez voir sa gueule, il sera pas content, André Drummond. Moi, je crois que les Lakers c'était importantissime pour moi qu'ils chopent Drummond. Je pense qu'ils avaient quand même dans les négociations, ils avaient plutôt l'assurance de l'avoir. Mais je pense toujours qu'il leur manque un petit peu des gens à l'aile notamment. Je te confirme. Hein. Ouais, Il n'y a pas eu de Clippers Lakers l'année dernière, on se rappelle. Hein. C'est ça. Ils ont Son Père pour défendre sur les ailes. Hein. Voilà. En tout cas, ils sont sous-dimensionnés. Ils ont LeBron. Ils ont LeBron et après. Pendant qu'à côté, les Clippers ont pris Rondo, ont pris de Marcus Cousins pour un contrat de 10 jours.
Voilà, j'attends de voir le retour de Tonton. Après, quant à LeBron, c'est, Tu vas en finale il compense tous les manques d'une équipe, mais pour l'instant, il n'est pas là. Et hier soir, on a été un peu inquiet dans le match face à qui? Je sais plus, j'ai regardé le match, j'ai oublié. Ils ont pas Je été- sais plus. Face aux Pelicans? Face aux Bucks. Aux Bucks, rien à voir. Brook Lopez. On a fait le tour, tout ça, de ces super teams. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez, si vous êtes excité par les Nets ou par ces futurs Lakers au complet, parce qu'en ce moment, c'est pas très excitant. Et dites-nous si vous préférez plutôt que les équipes soient un peu plus équilibrées et que dès les premiers tours de playoff, ça puisse envoyer. On a très peu parlé de jeu et on se donne le temps de parler de jeu avec voilà comment tu joues avec Lamarcus Aldridge, avec Blake Griffin qui joue 5 on backups. va attendre. Lamarcus Aldridge n'a toujours pas fait son Voilà. premier match. Blake Griffin rentre de plus en plus vraiment dans la rotation et plutôt bien physiquement. On va attendre que Durant revienne. fait. Et évidemment, avant les playoffs, on se fera un nouveau débat. C'est déjà le 3e sur les Nets, mais en même temps, ils font tout le temps les trucs, les c'est mecs, clair. ils Ah font ouais. tout pour qu'on parle d'eux. Bravo, vraiment. Hein. Sean Marks, bravo. Bravo Sean Marks. Et donc on reviendra évidemment sur le jeu parce que ça va être intéressant aussi de voir la place de chacun dans ce collectif. Il y a eu des débuts cette semaine aussi parce que la semaine dernière il y a eu des trades, il y a eu des débuts d'Evan Fournier, les débuts de Vucevic, les débuts d'Aaron Gordon aussi, tous les anciens Magic. On va s'intéresser à ça dans le focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! La semaine dernière, on disait qu'Evan Fournier est dans la forme de sa vie. Je reste persuadé que c'est toujours le cas. Mais pour l'instant, ces 2 premiers matchs avec Boston, c'est un petit peu compliqué. Un premier match à 0 sur 10 au tir en 33 minutes. La nuit dernière, c'était à peine mieux avec 31 minutes, 6 points à 3 sur 6 au tir. Toujours Fanny à 3 points. Début compliqué pour Evan, mais dans une équipe qui, elle aussi, a du mal à gagner des matchs. Oui, et puis c'est jamais simple de débarquer dans une équipe comme ça, surtout une équipe qui a quand même encore quelques ambitions. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le premier match, on peut pas juger la valeur d'Evan sur le Si, premier match. on peut, sur Twitter. C'est pas voilà, ça reflète ni sa valeur ni forcément tout ce qu'il a fait dans ce match, parce que dans d'autres secteurs qui rentrent pas dans ces stats-là, moi je les trouvais pas trop mal, notamment en défense, dans, Ouais, il y avait envie, dans hein. l'intention, dans la manière de se positionner contre les par Mavs. rapport à ses coéquipiers. Je pense que c'est très encourageant pour la suite. Donc oui, voilà, je pense que les choses vont se faire. Pour Boston, ça reste une bonne pioche, hein, parce qu'ils ont quand même un joueur d'impact en sortie de banc qui leur a pas coûté grand-chose, donc je pense que c'est un bon fit. Ouais, je suis d'accord avec toi. On va laisser le temps à Evan de digérer ce transfert. On rappelle, 7 ans à Orlando. Donc, il y a toute une nouvelle adaptation, enfin une adaptation à trouver. On n'est pas du tout inquiet. Alors, il a 3 points, pour l'instant, en carrière à Boston, il est à 3 points de moyenne. C'est évidemment pas du standing d'Evan. J'ai aucune inquiétude sur son niveau intrinsèque. Maintenant, on pourrait parler de Boston encore pendant 15 minutes, qui, eux, par contre, m'inquiètent grandement. Ils ont remplacé Daniel Theis dans le 5 par Mo Wagner. Voilà, ils ont pris un Allemand pour un autre Allemand, mais Tristan Thompson ne joue plus au basket. Enfin bref, il y a plein de trucs à dire, mais on aura le temps d'en discuter un peu plus tard. Moi, je suis pas inquiet pour Evan non plus parce que pour avoir vu les 2 matchs, je trouve qu'il a des systèmes. Pour lui, déjà, il s'est retrouvé sur des sorties d'écran. Quand il fait 0-10, tous les tirs qu'il prend, c'est des tirs à lui. Donc on sait qu'il peut les. Voilà, c'est juste que bon, tu déménages, tu as des tests PCR, enfin c'est compliqué. Alors oui, c'est des excuses, blablabla. Oui, moi quand je le vois jouer, il n'a pas forcé, il n'est pas parti telle la première. Je l'ai trouvé très impliqué défensivement aussi. Là, Contre Dallas aussi, hein. Ouais, Pas mal d'interceptions, des trucs. il a du feu dans les jambes, peut-être trop d'ailleurs, c'est pour ça que tous ces tirs ils sont très longs, souvent beaucoup. Donc, mais tout ça, c'est des tirs à lui, des attrapés, shooter, attraper un dribble, décalage. Donc voilà, pas d'inquiétude pour Evan. Voilà, qu'il fasse un premier match à 20 wimp et puis comme ça. Qu'il attende pas trop quand même. Il pourrait lancer la machine, mais qu'il attende pas trop, évidemment. On parle de son pote, Nikola Vucevic, qui lui, 3 matchs avec les Bulls, 3 défaites. Ouais. Bon, ça n'empêche pas de mettre des paniers. Mais bon, voilà, 21 points, 24 points. Moi, pareil, pour avoir vu les matchs de Niko Vucevic, j'ai l'impression qu'il est aux Bulls depuis toujours, en fait. C'est un Il joueur a cette simple. faculté En quand fait, c'est même. un joueur simple. Tout ce qu'il fait, c'est tellement limpide, du pick and pop, des balles en bas, des petites passes D. Bon, Vucevic, c'est un joueur fantastique. Par contre, en fait, faut toujours mettre en corrélation leur performance en div avec les résultats collectifs. Et 2 défaites à Boston, 3 défaites côté Bulls, sachant que les Bulls, eux, leur but, Ils sont c'est de jouer sur en 5 playoff. défaites d'affilée. Tout à fait, ils sont sur 5 défaites d'affilée. Ils sont aujourd'hui 10e de la conférence Est, alors qu'il y a quelques temps, on les voyait bien. D'ailleurs, quand Zach LaVine est au All-Star Game, ils sont très bien placés dans la conférence Est. Donc voilà, Vucevic est censé amener du talent en plus et donc du positif dans les victoires. Faut que ça se voit maintenant. Ouais, c'est vrai que Lavi n'a pas joué le dernier match non plus, Tout à fait. mais là, pareil, je m'en fais pas des matchs. Je pense que sur le papier, ça va fonctionner pour les Bulls. Ils vont pas être champions avec cette équipe-là, c'est sûr, mais il y a de quoi faire en sorte que son association avec Zach LaVine, ça soit performant. Moi, je suis toujours épaté quand je vois des matchs de Vucevic, de voir à quel point il a progressé offensivement. Complètement, t'as C'est raison. incroyable. Son niveau offensif, moi, je le trouve
tout simplement incroyable. Alors il a ses défauts en défense, ça on le sait, mais quand on voit d'où il est parti et là où il est maintenant, je trouve que c'est un modèle de progression pour les big men en NBA. Pick and pop, très adroit. Et il y a un qu'il est truc adroit. qu'on oublie, il est bon passeur. Ouais, il est bon c'est un passeur. C'est un excellent très bon joueur de passeur. basket en fait. Mais moi, c'est vrai que son adresse externe, elle est folle. Hein. Donc, tu peux plus laisser 1m50, hop, il va filer de ta gueule. Hein, ça, non, c'est sûr. Ouais, et puis technique, du Ouais, côté ouais. du bloc, etc. C'est Je le clair. trouve Ah incroyable. ouais, à la fois fuyant mais dur aussi. Ouais, vrai gars. Allez, on lui souhaite de retrouver rapidement la victoire, en tout cas avec les Bulls, parce que sur le papier, les Bulls ont plutôt une équipe plutôt excitante. Hein. C'est pas Polo qui nous dira le contraire. On termine avec le troisième Magic qui a bougé, c'est Aaron Gordon. Lui est plutôt efficace. Sur le premier match. Pour son premier match, 2 victoires. Non, ils ont gagné, je crois. Non, ils ont perdu. Ils ont gagné, je crois, il me semble, Tom, sur le tableau. Et surtout, ce que j'ai bien aimé, par rapport à beaucoup moins de volume de tirs à 3 points pour Aaron Gordon. Tout de suite, on a l'impression qu'il a trouvé un rôle autour de Jokic. Il est starter sur un poste 4, mais face aux Sixers, notamment, c'est lui qui est allé défendre sur Ben Simmons. Et ça, moi, ça me plaît, parce qu'on en a beaucoup parlé du rôle qu'il fallait donner à Aaron Gordon. Et j'ai l'impression que dans les futures batailles de playoffs, c'est lui qui va s'envoyer les Kawhi, les Paul George, les LeBron. Et ça, je trouve ça très intéressant pour les Nets et pour Aaron Gordon. Ouais, t'as raison. Et de toute façon, on va suivre son arrivée là-bas parce qu'on veut que ce joueur change. Au contact de Jokic, de toute façon, il va profiter d'espace. J'ai envie qu'il soit vraiment ce joueur sans ballon, tu sais, qui marque 15 points par match sur des dunks, sur des alley-oops, sur des coupes, sur des lancers francs, sur des tirs ouverts, ligne de fond, il n'y a aucun souci, mais qu'il soit plus dans ce rôle-là, vraiment plutôt que ce qu'on a un peu trop vu malheureusement à Orlando, ces dribbles, ces trucs à 2 balles, là, Bravo. ces pertes de balles dans les fins de match, voilà, bravo. Donc 6 points sur le deuxième match, 13 sur le premier. Voilà, sa relation avec Jokic va être très intéressante. Et puis on voit aussi que Porter Junior est magnifique en ce moment. Il est tellement fort d'adresse. L'équipe a de la gueule. Hein. L'équipe a de la gueule, c'est le cas de le dire. Je trouve que c'est parfait pour le joueur et pour l'équipe. Ils avaient besoin d'un joueur athlétique capable de défendre et capable d'apporter tout ce dont tu parlais, une espèce d'André Iguodala un petit peu vers son Nuggets en plus costaud. Et pour lui, c'est parfait aussi parce qu'à Orlando, il était forcé de faire trop de choses par rapport à ses capacités. Je On pense n'allait que pas le forcer à faire trop de choses non plus. Hein. oui, non, mais ce que je veux dire, Il c'est aimait bien. que c'était facile pour lui de regarder, à part Vucevic, et de se dire, bah non, c'est moi le deuxième meilleur joueur, je vais jouer tous les ballons que je veux. Alors que là, il sait très bien qu'il y a une hiérarchie qui est en place et que ça va lui simplifier la vie. Et comme tu dis, que ce soit dans les relations avec Jokic, les relations avec Jamal Murray, je pense que c'est vraiment parfait. Et les Nuggets ont trouvé le joueur qu'il leur fallait, et je pense qu'il peut faire vraiment très mal en play-off s'il n'y a pas de blessure et que la sauce prend. Ils ont changé leur 5 un petit peu, c'est Jamal Murray, Will Will Barton, Michael Porter Jr., Aaron Gordon et Nikola Jokic. Ils ont mis Gordon dans le 5 à la place de Paul Millsap. ça joue, c'est assez grand comme 5, Ouais, c'est grand. c'est assez Et intéressant. beaucoup de talent. Et surtout, ce que j'ai trouvé sur les 2 premiers matchs d'Aaron Gordon, c'est qu'il y a tellement moins de déchets dans son jeu, et du coup, ça en rend. Il a moins la balle, et tant mieux. Il a moins la balle, et tant mieux, et ça rend le joueur, beaucoup plus efficace. Et moi, je te dis, quand je l'ai vu se mettre en mission sur Ben Simmons, je me suis dit, ok, ils lui ont fait comprendre, il a compris direct que les joueurs de ce profil-là, c'est lui qui allait se les envoyer. Et dans les futurs combats de play-off à l'Ouest, il y aura du monde à On parlait s'envoyer. d'obstacles pour les Lakers. Il y a Denver parmi Il y a les obstacles. Denver. Voilà, on a fait le tour un petit peu des anciens Magic. On a voulu faire un petit focus sur les ex du Magic pour voir leur début. Et tu dis pas que le Magic gagne des matchs? Parce que le Magic gagne des matchs. Fortune diverse, et oui, le Magic le gagne, arrive à gagner On des comprend matchs plus rien dans cette face saison, de toute aux façon. Clippers qui étaient fatigués avec pas mal d'absents. Ils étaient pourtant menés de 16 points. Ils sont quand même allés gagner, nos amis du Magic. Voilà, on a fait le tour. T'as un titre à remettre en jeu. La dernière Ça, fois c'est que t'es vrai. venu, t'es reparti Ouais, ça va être vainqueur. dur, hein. T'es Tu as la reparti- ceinture. Tu as la Un upset, ceinture. je crois, la dernière fois. Allez, tout de suite, vous l'avez compris, c'est le quiz. It's Lillard. He got the shot. Allez, qui dit fin d'émission, dit Denix, quiz. Denix. Et je suis très heureux aujourd'hui parce qu'on a Théo et je crois bien que c'est le seul invité qui a gagné un quiz. Cette saison. Donc c'est bien, il y a un peu de niveau aujourd'hui. Je te mets pas du tout de pression. D'accord. Aujourd'hui, 3 parties comme d'habitude. On en parlait, il y a eu beaucoup de changements depuis 2018 et du coup, j'ai fait un petit quiz. Je me suis dit, lors de la saison 2017-2018, vous allez devoir me donner où jouaient les joueurs post-trade deadline. Post-trade deadline, ok. Donc si je vous dis par exemple Wesley Matthews en 2018, Wesley Matthews. Dallas. Dallas, ça part pour Erwan. Joe Johnson, Houston. Houston, c'était sa dernière. Ah ouais. Desmarais Carroll, Atlanta. Toronto. Non. Toronto. Attends. Les Nets. les Nets, Ouais, Non, déjà. et Jeremy Grant, Denver. Non, Philadelphie. non, Oh. Jeremy Grant. Jeremy Grant. Avant Denver. Jeremy Grant. Avant. Ah si, ok, si. Ok, si, Ah oui, bravo. bah oui, Oui, bien sûr. 2 parties. Courtney Lee,
Wow, dang. Courtney Lee, qui était pas mal en sortie de banc, il revenait bien. Ok, si. Non, Ah ouais. Ah ouais. dans une franchise Courtney Lee très connue, qui tient Houston à cœur à quelqu'un ici présent, qui a même une casquette. Onyx. New York. Ouais, Onyx, il était Ouais. Onyx, Courtney Lee. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Ouais. Marcus Morris. Mais joué. Marcus. Détroit. Non. Boston. Boston. Boston, bien joué Erwan, tu es chaud. Il en reste 4. Rodney Hood. Bucks. Cleveland. Cleveland. Ouais, Cleveland. qui l'a eu. Cleveland. C'est là-bas, ça va. Théo, très bien. Tu nous as pas dit que les 2 premières manches valaient pour la fin. Je le dis après. Ah, excuse-moi. J'attends de voir qui la gagne. D'accord, excuse-moi. Elfrid Payton. Orlando. Pelicans. Non. Phoenix. Phoenix. Ah Eh ouais. ouais, il est resté très peu de temps, bravo, Ouais, était ouais. dur. Et il en reste 2. Avery Bradley, qui fait beaucoup de franchises. Clippers. Clippers, Ah bravo. ouais, bien joué. Et Nikola Mirotic. Bucks. Non, Pelicans. Pelicans, bravo. Tu gagnes la manche, Yes. et c'est important, il le disait. Maintenant, celui qui gagne la manche, ça lui fera une chance en plus lors du qui suis-je. Voilà, comme ça apporte un peu d'intérêt de gagner, même si on n'en avait pas vraiment besoin. C'est une idée d'un mec dans les commentaires. Un mec Bravo dans à les lui. commentaires, j'ai oublié son prénom, mais je t'embrasse. J'enchaîne avec un J'ai déjà. Bon, tu connais. Ouais. J'ai déjà été 6 fois All-Star. Je n'ai jamais été champion NBA pourtant. J'ai déjà été une fois All-NBA First Team à la fin des années 2000. Mhm. J'ai déjà obtenu une médaille de bronze avec Team USA. All-NBA First Team. J'ai déjà été Rookie de l'année. Stephen Tom Marbury. Brand. T'as dit quoi, toi? C'est perdu Marbury. tous les deux. Est-ce que Non. tu en as Tom un Brand. à proposer? Non, je réfléchis encore. Attends, médaille de. J'ai déjà joué à New York. Steve Francis. Baron Davis. Non. Attends, All-NBA First Team, ça c'est incroyable. Ouais. Attends. Team, je crois que c'est en 2007. Et j'ai déjà joué en Europe aussi. 2007, All-NBA First Team, l'année de Dirk. J'ai déjà formé un tandem iconique avec un double MVP. Je l'ai pas du tout. Vous savez pas du tout? Je suis un mec, je mettais des sacrés dunks. J'étais Amaris Ah, Stoudemire. Maurice Lemaire. Ouais, Bah oui, Amaris Stoudemire, le Gao. Ouais, bah oui, Et bravo. oui, All-NBA First Ah, Team. j'ai joué en Europe. Ben oui. Bah Il prend la Bravo, médaille de Stoudemire. bronze l'année où ils se font battre par Athènes. Enfin, Bien Athènes, sûr. pas du tout. Ah, La Grèce. En 2004. Ouais, bref, pas grave. Bravo, Très bravo, bien, non, bah je tu nous as bien eu. Qui Ouais. suis-je? Allez. C'est là où je vous attends de toute manière. C'est parti. Je suis né le 28 septembre 1982 à Houston, dans le Texas. 82, il a dit. Et Macao Okafor. Et Meko Okafor, bravo. Oh, En même temps, tu c'est prends fort. son année. Gros, mais 90, je vais gagner aussi, hein. Bah, frère, c'est facile. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, c'était un poisson d'arrivée. Attends, tu vas pas remettre ça sur l'année quand même. Il avait la haine. Très bon. Moi, je trouve que dès que tu fais année de naissance, c'est facile, je vous le dis. Hein. Je connais Non, tous non, les mecs mais des non, mais 90. c'est pas vrai. C'est Oui, pas je vrai. le dis bien, je le dis bien. Oh, le saut qu'il avait. Ça a été magique. Il a quand même décrédibilisé. Bon, pourquoi pas. Allez, on fait le vrai. Je suis né le 13 avril 1980. Et Macao Okafor. Pas de problème. À Chicago. J'ai fait ma fac à DePaul de 98. Dishon Stevenson. Quentin Richardson. Quentin Richardson. Quentin Richardson, c'est parti direct. C'est parti direct, bravo Théo. Tu remportes le quiz, tu remportes donc le quiz. T'as hyper vite. Je sais pas pourquoi je l'ai écrit. Stevenson. C'est Quentin Richardson. C'était Quentin Richardson. De Paul, c'est trop facile. De Paul, De Paul, facile. Quentin Ouais, de Richardson. Paul, c'est vrai que c'était un peu simple. Mais qui Mais fait bravo. qui suis? Tu veux pas te faire aider, toi, pour faire qui suis? Putain, c'est merde. Très bien. J'ai aucun rapport, ça, c'est trop, frère. Des Paul, il y a quasiment, il y a que Il y a seul père. Quentin Eh ben, il y a Quentin Richardson. Richardson. Mais bravo, Mais bon, Théo. bravo à toi. Ouais, bravo. bravo, Théo, ah oui, oui. Bravo Théo, deuxième victoire en deux En passages. deux Et je viens avec des participations. étoiles sur mon t-shirt. là. Bah, ouais, grave, de Paul Sarr. L'équipe de France, bravo. Bravo, Théo, magnifique. Ça, c'est super team en fait pour Théo. Bravo. Théo, tu peux nous rappeler comment on peut se procurer ce magnifique opus de le MOOC River. C'est le combien d'ailleurs? C'est le 6e? C'est le numéro 6, ouais, et ben c'est directement sur basketsession.com. Voilà, c'est impossible de passer au travers. Toutes les infos sont là pour l'acheter ou pour s'abonner. Très bien. Super. Basket Session, on va mettre évidemment dans le lien dans la description pour tous ceux qui veulent se le procurer en commentaire. J'ai une petite question sur Quentin Richardson. Ah. Est-ce que tu sais avec qui il a été en couple? Non. Quentin Richardson? Ah, je sais pas du tout. Ah non. Avec Brandy. Ah bon? Elle aussi, oui, bien sûr. Elle est passée avec. C'était la Kardashian d'avant, en fait. Ouais, wow, c'est un chapeau. peu dur. Ah bah Un peu gros, à dur. partir de 2, t'es C'est un peu dur. Kardashian. Un peu moins bling bling quand même, un peu moins. Resta, 2 joueurs NBA minimum. Tu es un joueur NBA, tu es une Kardashian. Si tu veux, moi je respecte beaucoup plus Brandy que ça. Ouais, voilà, c'est une petite info. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau First des Shows. On se retrouve dimanche surtout, 18h pour le premier live Twitch. On va bien se Faut marier trouver un avec nom Thomas. et faut D'ailleurs, penser à des noms. hein. Pensez à des noms. Pensez à des noms. Moi j'en ai un, mais on va voir avec
avec vous. Ouais, ouais, c'est validé. C'était quoi le truc du catcheur là Ah, de Big Big Show. Show. De Big Show. Avec un montage avec ma tête et le corps du Big Show. Ouais. C'est bon, écoute, Pourquoi pas. on va bosser encore là-dessus. On a plein de choses à vous annoncer sur les jours et les semaines qui arrivent. Restez bien avec nous. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous regarder. On est ravis. Vive la NBA et fuck les super teams. Allez, ciao ciao. We don't want to show you something. We don't want to show you something.